Webinaire. Moi, je suis donc Jean-Louis Coquin, le président de la FENAMEF. Et donc, je vais vous dire juste quelques mots d'introduction sur la FENAMEF, qui est une fédération que la plupart d'entre vous connaissent, fédération qui est sous un statut d'association loi 1901, donc à but non lucratif, qui a été créée donc en 1991 sur l'impulsion de Roger Lecomte, à la suite du premier congrès de médiation familiale, dont l'objectif, c'est de promouvoir la médiation familiale et les espaces familiaux. Nous regroupons des associations gestionnaires, principalement des associations gestionnaires, de services de médiation familiale ou d'espaces rencontres. Aujourd'hui, à peu près 205 personnes morales, ce qui représente 600 lieux d'intervention, 15 centres de formation, que ce soit sur la métropole comme sur les territoires ultramarins. Je ne vais pas m'étendre plus longuement. Voilà, sur la fédération, un des objectifs est aussi effectivement de proposer de la promotion ou de l'information, voire de la formation. Et aujourd'hui, il nous semblait intéressant de vous proposer une présentation des particularités de la médiation familiale internationale. Pour ce faire, nous avons la chance d'avoir avec nous Madame Demange, qui fait partie du service d'Oedipe et qui va pouvoir présenter à la fois le cadre juridique de la coopération familiale internationale et les particularités de ce type de médiation, tout en ayant pris le temps auparavant de vous présenter un petit peu son service et de quelle place elle est à même de nous apporter toutes ces précisions. Avant qu'elle ne prenne la parole, juste une précision d'organisation. Nous allons la laisser dérouler, le PowerPoint et sa présentation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Moi, je vais les recenser pour pouvoir, en fin d'intervention, les regrouper, les synthétiser et permettre d'introduire les échanges qui pourront se faire à ce moment-là. Mais on va la laisser dérouler sa présentation sans l'interrompre. Ce sera plus clair et peut-être que les réponses arriveront au fur et à mesure de cette présentation. Voilà. Juste en complément, mais je le répéterai à la fin, puisque pour être médiateur familial international, vous le verrez, il faut aussi s'inscrire et nous, sur une liste, et nous proposons aussi à la FENAMEF éventuellement une formation spécifique qui va au-delà en termes de précision et de contenu de la présentation qui va vous être faite aujourd'hui, mais on vous le reprécisera à la fin. Voilà, merci de votre présence. Madame Demange, merci beaucoup pour cette présentation et donc je vous laisse la parole. Merci, Monsieur Coquin. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Juste avant que je commence, j'avais envoyé Monsieur Coquin mon PowerPoint à la FENAMEF. Est-ce que vous l'avez eu? Est-ce que vous pourriez le mettre en ligne ou pas? Alors, Monsieur Coquin, il faut que vous rétablissiez votre micro parce que je vous vois parler, mais je ne vous entends pas. Excusez-moi. Oui, je disais, on m'a dit que c'est vous qui le projetteriez. Est-ce que vous avez la possibilité de, peut-être à ce moment-là, me le renvoyer sur mon mail perso? Parce que vous Alors, l'avez... Oui, oui, quel est votre mail perso? Comme ça, je vous l'envoie tout de suite pendant que je présente le DDIP. Vous pouvez me le donner? oui, jl.coquin@ncat.fr. NK. EN de enfance, CAT de catalane, ncat.fr. Ok, j'envoie ça tout de suite et Merci. je reprends la présentation.
Voilà, ça permet progressivement aux gens d'arriver petit à petit. Nous, ici, on a ce qu'on appelle le quart d'heure catalan, puisque je suis directeur d'une association à Perpignan aussi. Donc, par ailleurs, président de la FENAMEF, ça nourrit pas son homme. Donc, mais je pense que c'est un quart d'heure qui existe dans toutes les régions. Et on devrait pouvoir commencer dans le respect de ce quart d'heure catalan. Donc voilà, je vous ai envoyé le PowerPoint. D'accord, merci, je devrais le recevoir. Bon, alors je vais recommencer. Donc, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Amélie Demange, je suis magistrate au ministère de la Justice et plus précisément dans un département qui s'appelle DEDIP. Et le DEDIP, ce sont les initiales de Département de l'entraide du droit international privé et européen. Je vous demande juste un instant, il faut que je renvoie mon PowerPoint à Monsieur Coquin parce que ça n'a pas passé. Excusez-moi 2 secondes. Donc, Monsieur Coquin, j'ai renvoyé le PowerPoint depuis mon adresse pro. Je ne sais pas s'il est arrivé. Ah, je viens de voir. D'accord, je viens de comprendre, j'ai fait une erreur dans votre adresse. Je recommence. C'est bon, je l'ai, hein, je l'ai. La FENAMEF vient de me l'envoyer aussi. Donc, j'active la projection. Voilà, partager. Alors, est-ce que c'est bien ça? Non, visiblement. Oui, c'est bien ça. Et donc, on va passer sur la slide numéro 2, où c'est marqué Autorité centrale, le département de l'entraide du droit international privé européen. Est-ce que c'est mieux comme ça? Voilà, c'est bien. Oui, ok. Donc, la numéro 3, hein? Le numéro 2, 2. c'est là où il y a le schéma. Voilà, voilà. Voilà. Excusez-nous pour ce contretemps. Oui, excusez-nous. Donc, le département de l'entraide du droit international privé et européen est un service de la Direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice. Cette Direction des affaires civiles et du sceau, comme son nom l'indique, s'occupe de tout ce qui est en lien avec le droit civil. Et à l'intérieur de cette division, donc, vous avez le DEDIP que je vais vous présenter brièvement. Donc, si on regarde la slide numéro 2, vous avez le schéma qui apparaît. Le DEDIP, nous sommes à peu près 26 personnes. Nous avons donc une chef de service qui coordonne l'ensemble du service et le DEDIP est divisé en 2 pôles. Premièrement, le pôle de la coopération familiale auquel j'appartiens et ensuite le pôle DIP, donc le pôle droit international privé. Chacun de ces pôles est administré par un agent.
En ce qui concerne plus spécifiquement le pôle coopération familiale, nous sommes 7 rédacteurs. Alors, nous avons tous une profession différente, à savoir que nous sommes une majorité de magistrats, mais on a également des avocats et des juristes sous cette appellation de rédacteur. Et chaque rédacteur s'occupe d'un portefeuille de pays. Et nous sommes assistés dans notre travail par des greffiers, qui sont au nombre de 4. Donc, en ce qui concerne maintenant le domaine d'intervention du DEDIP, et ensuite je reviendrai plus précisément sur le pôle coopération familiale. C'est un pôle qui s'occupe donc de tous les aspects du droit international privé, que ce soit en matière civile, commerciale et familiale. Donc, en ce qui concerne plus précisément le pôle famille auquel j'appartiens, nos domaines d'intervention sont les suivants, comme vous le voyez sur la slide numéro 3. Nous avons tout d'abord les déplacements illicites d'enfants. Donc, nous sommes désignés par une convention spéciale que je vous présenterai après, donc la convention de l'année 1980, qui indique que pour tous les pays qui ont ratifié cette convention, l'État contractant doit désigner une autorité centrale pour la mise en œuvre de cette convention relative au déplacement illicite des enfants. Et donc, dans la plupart des pays partenaires, c'est le ministère de la Justice qui est désigné en tant qu'autorité centrale. Nous nous occupons également de la protection des mineurs. Donc là, vous avez plusieurs conventions. Vous avez la convention de La Haye de 1996. Vous avez également le règlement européen Bruxelles II Ter qui est entré en vigueur au 1er août 2022. Vous avez également des conventions bilatérales qui lient la France avec des pays qui ne sont pas partis aux conventions de La Haye. Nous nous occupons également de la médiation familiale internationale. Alors, jusqu'à présent, il y avait une cellule de médiation familiale internationale, mais par souci d'efficacité, celle-ci a été réorganisée. Et donc, aujourd'hui, nous constituons une liste de médiateurs familiaux internationaux spécialisés dans les déplacements illicites d'enfants. Et nous recevons également, sur une boîte structurelle dédiée à la médiation familiale internationale, des demandes de médiateurs familiaux qui souhaitent rejoindre notre liste. Donc, je vous en parlerai à la fin. Nous nous occupons également des kafalas judiciaires marocaines. Donc, les kafalas, c'est un peu l'équivalent des délégations d'autorité parentale ou des tutelles. Là encore, nous sommes désignés autorité centrale dans le cadre de la Convention de la Haye 1996. Et notre rôle est de recevoir les demandes de kafala dans les dossiers franco-marocains, d'émettre un avis qui soit favorable ou défavorable. Et ensuite, cet avis est transmis au juge marocain compétent par l'autorité centrale marocaine. Et enfin, le dernier de nos domaines d'intervention est la représentation de la France dans les instances internationales et européennes en lien avec les thématiques que je viens de vous donner. Donc, par exemple, nous sommes amenés à intervenir auprès de la Commission européenne et de la Conférence internationale de La Haye de droit international privé, qui est l'instance internationale qui est chargée de l'élaboration, de la rédaction et du suivi des textes internationaux en matière civile et commerciale. Donc, on va passer ensuite à la slide numéro 4, Monsieur Coquin. En ce qui concerne les déplacements illicites d'enfants, si c'est possible de passer à la slide suivante. Il y a un petit souci avec le PowerPoint? Alors, voilà, merci. Donc, les déplacements illicites d'enfants. Donc, il y a 2 types de situations. Première situation, vous avez un couple, on va dire, franco-allemand qui réside en France. On va dire que le père est français et que la mère est allemande.
dans mon exemple, celle-ci, part en Allemagne avec, l'enfant pour passer des vacances et à l'issue, des vacances, ne revient pas en France, avec l'enfant. Donc là, on est dans un dossier, on va dire de rétention illicite puisque la personne s'est maintenue dans son pays étranger et n'est pas revenue en France. Ou vous avez également la personne qui est en cours, par exemple, de séparation et qui prend l'enfant et qui s'en retourne dans son pays d'origine. Là, vous êtes dans un cas de déplacement. Deuxième possibilité, un déplacement depuis l'étranger vers la France. Donc si je reprends mon exemple, hein, le couple franco-allemand, vivait, on va dire, à Berlin. En instance de séparation, on va dire que là, par exemple, c'est le père français qui décide, de retourner en France avec l'enfant sans l'accord de la mère. Donc là, on est dans un déplacement. Ou bien, admettons que, le père décide de passer les grandes vacances, en France, dans sa famille avec l'enfant et à l'issue de ses vacances et contrairement à l'accord qu'il avait passé avec la mère, il décide de rester en France et là, dans un cas de rétention illicite. Alors maintenant sur la slide numéro 5. Voilà, merci. Donc, comment, en fait, nous, notre département, intervient? En fait, notre, cadre d'intervention va dépendre du texte, juridique applicable. Vous avez différentes, possibilités, dans les déplacements illicites. Soit c'est un déplacement au sein, d'un des 27 États de l'Union européenne. Donc à ce moment-là, notre cadre d'intervention va être la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, que vient compléter, le règlement européen en matière, de responsabilité, parentale et d'enlèvement d'enfants, le règlement Bruxelles 2 bis. Ou bien il s'agit d'un déplacement hors Union européenne et là, vous avez plusieurs cas de figure. Ça peut être un, déplacement, dans, un pays, par exemple le Maroc, qui est hors Union européenne, mais qui a ratifié et signé la convention de La Haye de 1980. Mais ça peut être un pays, avec qui n'a pas adhéré à la convention de La Haye de 1980, mais qui a, des accords bilatéraux, avec la France. Ou bien, ça peut être, un pays qu'on appelle chez nous hors convention. Donc c'est un pays qui n'est pas du tout membre de la convention de La Haye, mais qui a un accord bilatéral avec la France, par exemple, le Cameroun. Donc en fonction du pays qu'on va avoir, on va rechercher tout d'abord si ce pays est un État membre de l'Union européenne ou pas, pour savoir si on applique le règlement Bruxelles II ter et la convention de La Haye de 1980. Si ce n'est pas un pays membre de l'Union européenne, on va ensuite regarder si cet État a, adhéré à la convention de La Haye de 1980, auquel cas on appliquera, cette convention et donc là je donnais l'exemple du Maroc. Ou bien, ce pays n'a pas du tout adhéré à la convention de La Haye, donc on va regarder s'il est lié par une convention bilatérale avec la France. Alors maintenant, on va passer à la slide numéro 6. Donc, je vous expliquais, tout à l'heure que, la convention internationale, qui régit les déplacements, illicites est, la convention de La Haye du 25 octobre 1980. Son intitulé complet, c'est, relative aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, puisque l'enlèvement international d'enfants dans beaucoup de pays peut constituer une infraction pénale et des actions au niveau, de la coopération judiciaire en matière pénale sont également possibles. Mais nous, des DIP, étant donné que, on fait partie de la, qu'on intervient en matière civile, c'est cette convention qui régit l'aspect civil des enlèvements internationaux d'enfants qui est notre instrument de travail principal. Comme vous le voyez sur, le PowerPoint, cette, convention est relativement ancienne, 1980. Elle est entrée en vigueur en France le 1er décembre 1983 et au 28 novembre 2022, il y avait 103 parties contractantes. Donc ça en fait une des conventions de La Haye, on va dire, les où il y a le plus grand nombre, de comment dire? D'états contractants. Également, vous avez d'autres conventions de La Haye qui ont un grand nombre d'États parties, comme par exemple la Convention sur l'adoption internationale de 1993 et cetera. Si ensuite on passe à la slide numéro 7, qui s'intitule «Objet de la convention du 25 octobre 1980». Là, je vous ai en fait, cité, listé les différents objets de cette, convention pour que vous la compreniez mieux.
Tout d'abord, le premier objectif de cette convention est, de protéger les enfants des effets dommageables d'un déplacement illicite ou d'un non-retour illicite, hein, puisque l'enfant, du jour au lendemain, se voit retiré par le parent qui l'enlève de son lieu de vie habituel. Du jour au lendemain, il y a une rupture des liens avec, son autre parent et son autre famille. Donc en effet, pour un enfant, ça peut être extrêmement dommageable. Vous avez également un autre objectif, c'est d'assurer le retour immédiat de l'enfant dans son état de résidence habituel afin, de revenir à ce qu'on appelle le statu quo ante. Donc rétablir l'enfant dans sa situation antérieure. Il faut savoir que, pour l'enlèvement illicite, ou le déplacement illicite d'enfants, c'est une procédure judiciaire. Heu, Nous, on intervient des DIP au niveau, des ministères, mais je vous expliquerai, plus tard, comment ces 2 procédures peuvent, coexister. Mais voilà, le juge qui est saisi, d'une demande, de retour de l'enfant ne statue pas sur tout ce qui est responsabilité parentale, c'est-à-dire exercice conjoint de l'autorité parentale, résidence habituelle de l'enfant, droit de visite et d'hébergement et pension alimentaire, non. Ça, c'est dans un deuxième temps, mais vraiment tout au début, le magistrat saisi d'une demande de retour va juste se concentrer sur un point, à savoir: est-ce que j'ordonne le retour de l'enfant dans son état de résidence habituel ou pas? Donc, si on revient, toujours à ma slide numéro 7, un des autres objectifs, de cette convention, c'est de priver le parent ravisseur des avantages procéduraux qui pourraient résulter du déplacement illicite. À savoir, je vais vous donner un exemple concret. Alors monsieur, Coquin, c'est la slide suivante. Encore après, encore après. Voilà, merci. Donc je vais vous donner un exemple concret. Toujours dans mon cas, franco-allemand. Admettons, la famille habite en France, la mère s'enfuit en Allemagne avec l'enfant et dès qu'elle arrive en Allemagne, elle saisit le juge aux affaires familiales de sa résidence habituelle d'une demande en responsabilité parentale. À savoir qu'elle va demander à avoir l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Elle va demander à ce que la résidence de l'enfant soit fixée chez elle en Allemagne. Elle va dire, ben, que le père n'a pas, elle va pas demander des droits de visite pour le père et admettons, elle va demander une pension alimentaire de 250 € pour l'enfant. Alors, ça, pour empêcher que le juge du pays où la mère s'est réfugiée puisse, statuer, la convention de La Haye prévoit un article spécifique, à savoir un article 16 qui, dit que, ce juge-là doit être informé, heu, voilà, qu'il y a une demande de retour qui a été déposée en parallèle par l'enfant et donc le juge qui est saisi par la maman, pour, se prononcer sur, l'exercice de l'autorité parentale et ses modalités, devra surseoir à statuer dans l'attente que l'autre juge, allemand prenne sa décision sur leur retour et ça, c'est un mécanisme très spécifique pour empêcher, en fait, aux parents ravisseurs de bénéficier, de son droit national pour pouvoir, en gros, avoir gain de cause et entériner, heu, un abus. Voilà. Un des derniers objectifs de cette convention, c'est de donc dissuader les parents de déplacer ou de retenir de façon illicite les enfants et enfin de garantir également la protection des droits de visite puisqu'il y a un article 21 dans cette convention de 1980, qui nous permet également, nous, en tant qu'autorité centrale, de tout mettre en œuvre pour qu'un parent dont les droits de visite sont bafoués par l'autre, ben, que ces droits de visite puissent bénéficier, d'une certaine garantie. Si on passe à la slide de numéro 8 qui s'intitule «Le champ d'application de la convention». Merci. Donc cette, convention quand même a un champ, très, défini. Déjà, elle ne s'applique qu'aux États qui l'ont signée et ratifiée. Il faut que le déplacement illicite soit intervenu après l'entrée en vigueur de cette convention, donc pour la France après 1983. Cette convention, elle s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant, l'atteinte au droit de garde ou au droit de visite et surtout, cette convention s'applique aux enfants de moins de 16 ans. Donc c'est très important lorsque nous, DEDIP, nous recevons des demandes de retour, une des premières choses qu'on vérifie, c'est, l'âge de l'enfant. Parce que si l'enfant a plus de 16 ans, on ne peut pas intervenir.
Donc, comme je vous disais dans mon introduction, cette convention de La Haye de 1980, elle a été complétée récemment en ce qui concerne les États membres de l'Union européenne par un nouveau règlement européen. Donc, on va passer à la slide numéro 9, qui s'appelle donc Focus 2, le règlement Bruxelles de terre. Alors, avant Bruxelles de terre, on avait un autre règlement qui datait de 2003 qui s'appelait Bruxelles 2 bis. Et le règlement, donc ce règlement-là a été refondu et il est entré en vigueur le 1er août dernier. Donc là, il s'applique à l'ensemble des États membres de l'Union européenne, sauf au Danemark. Donc, ce règlement, il vient compléter la convention de La Haye de 1980. Voilà. Donc, il clarifie certains points, notamment, ils permettent de déterminer l'autorité compétente pour prendre des mesures de protection de la personne de l'enfant et des décisions en matière de responsabilité parentale. Surtout, dans ce règlement est introduit un nouveau chapitre qui n'était pas le cas dans le règlement Bruxelles 2 bis, un chapitre entier qui est dédié au déplacement illicite d'enfants. Et dans ce chapitre, vous avez un certain nombre de points qui sont très importants. Tout d'abord, et ça la convention de La Haye le disait, hem, il y a un impératif de célérité. Dans les dossiers d'enlèvement ou de rétention illicite d'enfants, il est important d'aller vite puisque le temps joue contre l'enfant et surtout contre le parent victime. Donc le règlement européen, lui, dit un délai de 6 semaines pour rendre une décision et un délai de 6 semaines pour l'exécuter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un juge aux affaires familiales, quel que soit le pays européen, qui est saisi d'une demande de retour de l'enfant, à partir du moment où il est saisi, en 6 semaines, il doit rendre sa décision. C'est-à-dire, il doit convoquer les parties à l'audience, fixer la date d'audience, tenir l'audience, rendre sa décision. S'il rend une décision de retour, à ce moment-là, après, il y aura la phase d'exécution qui va s'ouvrir et donc tout doit être exécuté également en 6 semaines. Un autre principe qui vient compléter la Convention de la Haye de 1980, c'est le principe de l'audition de l'enfant. Et pour reprendre mon cas allemand, en Allemagne, il n'y a pas d'âge minimal fixé pour entendre l'enfant. Ils peuvent même entendre des bébés avec des psychologues qui vont étudier voilà, le comportement de l'enfant, etc. Donc, c'est très important qu'il y ait l'audition de l'enfant, notamment lorsque l'enfant peut exprimer son ressenti. Il y a également la question du maintien des liens parents-enfants pendant la procédure. Donc, le règlement Bruxelles de terre permet en parallèle, enfin, en plus de la demande de retour, permet aux parents victimes de solliciter des droits de visite et des droits de visite provisoires le temps de la procédure de retour pour maintenir les liens avec son enfant qui a été enlevé. Et ensuite, faciliter la circulation et l'exécution des décisions. C'est-à-dire qu'en Europe, vous n'avez plus de procédure d'exéquatur. Par exemple, admettons, j'ai une décision de retour allemande qui est prise. Pour la faire exécuter en France, il y aura simplement besoin de ce qu'on appelle un certificat, qui est, délivré d'office par le juge allemand pour justement permettre la reconnaissance, de cette décision, en France et son exécution. Donc voilà, pour, les 2 textes, principaux sur l'enlèvement international d'enfants. Si on prend maintenant, la slide numéro 10, la médiation familiale internationale, parce que voilà, je viens de vous parler, des déplacements illicites, mais il faut savoir que même si c'est une procédure, d'urgence, même si, voilà, c'est un peu, une course contre la montre, une médiation au cours de cette, procédure extrêmement rapide n'est pas à exclure. Alors, au niveau de la médiation donc familiale internationale, la plupart d'entre vous sont médiateurs familiaux, nationaux, mais la médiation familiale internationale a été, promue par les textes internationaux que je vous cite, dans cette slide. Vous avez donc tout d'abord dans la convention de La Haye de 1980 2 articles, les articles 7 et 10 qui traitent de la médiation familiale internationale. Vous avez également la convention de La Haye de 1996 sur la protection de l'enfant et vous avez 2 articles dans le règlement Bruxelles de terre aux articles 25 et 79.
Au niveau de la médiation familiale, internationale, celle-ci, a été, discutée, au début des années 2000 au sein donc de la conférence internationale de droit international privé de La Haye qui, comme je vous le disais au début de ma présentation, élabore tous les textes internationaux en matière civile, commerciale et familiale. Il y a un groupe de travail, spécialement dédié, qui a donc, édité un certain nombre de principes, qu'on a appelés donc les principes de Malte et vous trouverez sur le site de cette conférence internationale plusieurs guides, de bonnes pratiques sur la médiation, au niveau international. Mais et donc là, ça va être ma slide numéro 11, la slide suivante. Il n'y a pas, de cadre, on va dire, spécifiquement, posé à la médiation familiale internationale dans le droit français. Donc c'est la raison pour, laquelle, on renvoie, au droit, national et donc le code, civil et le code de procédure civile français prévoient 2 types de médiation. Donc la médiation conventionnelle lorsque, par exemple, de manière très spontanée, les parties décident, pour régler, leur litige, d'aller voir un médiateur. Donc ils signent un protocole d'accord qu'il faut ensuite homologuer par le juge ou alors une médiation qui est ordonnée dans un cadre judiciaire parce qu'il y a une procédure judiciaire et donc là, c'est le juge aux affaires familiales qui peut proposer aux parties d'aller voir un médiateur ou qui peut imposer aux parties une médiation. Et donc, comme il est indiqué en bas de ma petite slide, l'accord de médiation donc pourra être homologué par le juge aux affaires familiales sans audience, sauf si, le juge estime que l'intérêt de l'enfant, n'est pas respecté. À ce moment-là, il pourra, convoquer, les parties à une audience pour rediscuter de, cet accord de de médiation. Slide numéro 12. Donc comme je vous le disais, là, je vous ai fait un schéma, la slide 12 et la slide 13, où je vous explique de manière très synthétique, la procédure d'enlèvement international d'enfants et à quel moment une médiation familiale peut intervenir. Donc, ma première slide qui apparaît sous vos yeux concerne en fait un déplacement, de la France vers l'étranger. Donc si je reprends mon exemple, un couple franco-allemand qui habite en France, le père est français, la mère est allemande. La mère, à un moment donné, décide de repartir dans son pays d'origine, donc en Allemagne avec l'enfant et il s'agit ici d'un enlèvement. Donc concrètement, le parent victime a 2 possibilités. Soit il saisit tout de suite et directement, sans notre aide, le juge aux affaires familiales allemand pour que celui-ci ordonne le retour de son enfant en France. Ça, c'est une petite minorité des cas. Dans 95 des cas, les personnes écrivent à notre département via notre boîte mail structurelle pour nous demander, d'intervenir et de favoriser, le retour de l'enfant. Donc, cette personne, on va échanger par mail avec elle, on va lui, envoyer les pièces pour qu'elle puisse constituer son dossier. Une fois que le dossier est, constitué, on l'envoie au ministère de la justice allemand, si je reprends toujours mon exemple, qui lui ensuite va le transmettre au juge aux affaires familiales du lieu où se trouve, la mère qui a enlevé l'enfant. Ce juge décidera soit du retour de l'enfant, ou il décidera de faire application d'une de ces exceptions au retour et à ce moment-là, dira par exemple: «Pas de retour de l'enfant». Alors à quel moment, à quel moment un médiateur familial peut intervenir? Je vais vous donner un exemple que j'ai eu, récemment. Donc c'était avec, un pays hors Union européenne, mais ça s'applique quand même dans mon cas. La personne, donc c'est un papa dont l'enfant a été enlevé, au Maroc. Ce papa me dit: «Ben voilà, j'arrive encore à avoir des nouvelles de mon enfant, j'arrive encore à communiquer avec, la maman. Certes, je souhaite, faire une demande de retour via votre intermédiaire pour que le juge marocain statue sur, ma demande, mais voilà, j'ai pas envie d'envenimer les choses». Donc moi, je lui dis à ce monsieur: «Beh, vous savez, il existe la médiation familiale internationale. Nous avons une liste de médiateurs dont la plupart sont francophones. Est-ce qu'il vous semble, pertinent de peut-être tenter une médiation, vu que vous me dites dans votre mail que vous ne souhaitez pas envenimer la situation?» La réponse de ce monsieur a été: «Oui».
Donc, moi, au niveau du DDIP, je lui ai transmis notre liste de médiateurs, familiaux internationaux. À charge pour lui de se sélectionner, par exemple, celui qui se trouve, dans son périmètre géographique, de se mettre en lien avec ce médiateur familial et ensuite de, proposer à, son ex-compagne qui réside au Maroc, une médiation familiale pour essayer, de trouver, une solution au retour de cet enfant. Donc à l'heure actuelle, moi, je n'ai pas envoyé, le dossier de coopération judiciaire au ministère de la justice marocain parce que j'attends le résultat de cette médiation. Si cette médiation, échoue, eh bien, à ce moment-là, je saisirai, l'autorité centrale marocaine du dossier de ce papa qui sollicite le retour de son enfant. Donc ça, c'est vraiment, un premier exemple où une médiation peut arriver, vous voyez, avant même que, il y ait une instance judiciaire qui soit introduite. Quand, 2e possibilité, il y a une audience. Là, cette fois-ci, on va dire que l'audience est dans mon exemple franco-allemand, le juge allemand, statue. Alors, je vois quelqu'un qui, sur le chat, demande: «C'est quoi AC?» Ça veut dire autorité centrale. Donc autorité centrale, ça désigne pour la plupart du temps, les ministères de la justice étrangers et français. Donc, au niveau du juge aux affaires familiales étranger, donc admettons, dans mon exemple, il y a l'audience. Le père français s'est déplacé jusqu'à Berlin pour l'audience où le juge allemand doit statuer sur le retour et là, au niveau, lors de l'audience, le juge peut dire: «Bah, écoutez, certes, il y a vous m'avez saisi d'une demande de retour, mais moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va dire que sous 2 semaines, sous 3 semaines, eh bien, vous allez voir un médiateur, pour essayer de trouver une solution, donc un accord. Donc soit vous avez un accord à ce moment-là, vous le signez devant le juge allemand et moi je l'homologue, soit, à ce moment-là, il y a pas d'accord et puis donc à la fin, je devrais, prendre une décision de retour ou de non-retour. Et le troisième moment où une médiation peut également intervenir, c'est sur, l'exécution, de la décision. Alors là, je vais vous donner un exemple que j'ai eu avec la Nouvelle-Zélande. Donc après 2 ans de procédure, un papa victime, d'un enlèvement d'enfant, c'était un couple la mère était néo-zélandaise, le père était français, toute la famille habitait en France et un jour, la maman qui était en instance de séparation du papa, est retournée chez elle en Nouvelle-Zélande. Donc le père, après 2 ans de procédure, puisque ça allait jusqu'à la cour de cassation, néo-zélandaise, a obtenu une décision de retour et donc ensuite, il s'agissait de faire exécuter cette décision, donc de faire en sorte que, les enfants puissent revenir en France. Donc ce papa qui a vraiment tout en fait dans ce dossier, au moment de l'exécution de la décision, eh bien, m'apprend, enfin c'est plutôt son avocate qui m'apprend que voilà, les avocats des 2 parties ont reçu la décision, de retour et et elles se mettent d'accord pour essayer de comment dire? D'avoir un retour volontaire des enfants en France. À savoir que, retour volontaire, j'entends par là, la maman remet volontairement, les enfants au papa qui va reprendre l'avion pour, retourner, en France. Donc là, on va dire, c'est une espèce de médiation, entre avocats, pour, faciliter le retour. Bon, dans les faits, ça s'est pas passé comme ça. On a dû avoir recours à une exécution forcée pour que les enfants puissent, à l'été dernier, finalement, revenir en France. Donc là, voilà, première explication, premier schéma, d'un déplacement illicite, France vers l'étranger. Slide numéro 13, monsieur Coquin, merci. Donc là, c'est la procédure inverse, c'est-à-dire, cette fois-ci, c'est, toujours mon couple franco-allemand qui habitait à Berlin. Le papa, c'est lui, cette fois-ci, qui enlève, les enfants et qui rentre, chez lui en France. Donc la maman victime va écrire va saisir le ministère de la justice allemand, donc l'autorité centrale étrangère. L'autorité centrale étrangère allemande va m'adresser le dossier de demande de retour de cette maman allemande et moi, je vais donc solliciter, le parquet spécialisé. Admettons que le papa, il habite à Lille
Eh bien, en France, l'organisation judiciaire est faite de telle sorte que, en ce qui concerne les déplacements illicites d'enfants, tous les parquets de France ne sont pas compétents. Il y a uniquement certains parquets spécialisés avec lesquels nous travaillons en ce qui concerne les déplacements illicites. Donc, sur la cour d'appel, donc il y a un parquet spécialisé par cour d'appel. Lille, c'est la cour d'appel de Douai, mais c'est le tribunal judiciaire de Lille qui est spécialisé dans les déplacements illicites. Donc, moi, j'adresse le dossier de cette dame allemande au parquet de Lille. Le parquet de Lille va, comment dire? Convoquer, le papa, ravisseur pour, l'entendre sur, la demande de retour de la maman. Alors je vous ai mis «retour volontaire?» point d'interrogation parce qu'en effet, là, il y a 2 possibilités. Soit au cours de son audition, le père dit: «Ben, voilà, j'ai réalisé que, c'était problématique, mon attitude. Donc, je décide que les enfants retourneront, volontairement en Allemagne. Donc là, on peut dire, voilà, qu'il y a une espèce de temporisation et la procédure s'arrête là. Soit le père refuse le retour volontaire. À ce moment-là, le parquet va l'assigner devant le juge aux affaires familiales français, donc juge aux affaires familiales du tribunal de Lille. Comme dans ma slide précédente, le JAF français, le JAF de Lille peut proposer une médiation familiale. Et une fois que celle-ci, je ne sais pas moi, disons sous 3 semaines, il propose, une médiation et au bout de 3 semaines, il voit le résultat. Soit, les parties ont réussi, à s'entendre et à ce moment-là, ils sont d'accord pour le retour volontaire des enfants en Allemagne. Donc là, le JAF, de Lille va homologuer cet accord. Soit, il y a aucun accord, donc il reste, on va dire 3 semaines au JAF, pour rendre sa décision et là, comme dans ma slide précédente, 2 possibilités au niveau de l'exécution de la décision de retour, soit une exécution volontaire, soit une exécution forcée. Donc voilà, après ça reste dans les mains du parquet, mais là encore, ça n'est pas, je dirais, incongru, que, le parent, qui a obtenu, le retour de l'enfant par décision judiciaire, décide encore une fois, d'essayer de pacifier la situation et dise: «Ben, ça serait bien qu'on puisse avoir, recours à un médiateur pour mettre en œuvre cette décision de retour». Chose que j'avais oublié de vous dire et qu'on voit également sous le petit rectangle autorité centrale étrangère, hein, comme dans la procédure France déplacement France vers l'étranger ou étranger vers France, l'autorité centrale étrangère peut, comme moi également, suggérer une médiation, familiale, aux parents victimes. Voilà donc en gros sur la procédure et les différents, moments où un médiateur, familial peut intervenir. On va passer maintenant à la slide numéro 14. Juste avant de vous expliquer de quoi il s'agit, j'ai vu, sur le chat quelqu'un qui pose une question. Oui, bien entendu, ce, PowerPoint est à votre disposition et je remercie par avance la FENAMEF de le diffuser auprès des participants, de ce webinaire. Alors, comme je vous le disais au tout début de mon intervention, le département de l'entraide du droit international privé et européen, constitue une liste de médiateurs familiaux, liste qui ensuite, peut être mise aux parents, requérants, qui nous saisissent et qui le sollicitent. Donc, comment est-ce que vous, médiateurs familiaux, pardon, vous si cela vous intéresse, hein, d'intervenir, en ce qui concerne, les déplacements illicites d'enfants, comment est-ce que vous pouvez, intégrer cette liste? Eh bien, vous nous contactez, donc dans la dernière slide, vous aurez donc, l'adresse mail de notre boîte, structurelle Médiation familiale internationale. Si vous nous écrivez, pour manifester votre intérêt pour être inscrit sur cette liste, eh bien, il y a un certain nombre de critères à remplir et nous vous envoyons également donc un formulaire à remplir. Tout d'abord, nous sollicitons que vous soyez titulaire du diplôme d'état de médiateur familial ou un équivalent ou que vous ayez, par exemple,
un diplôme de médiation, pas nécessairement, médiation familiale, mais par exemple médiation, civile ou commerciale et que vous avez commencé à avoir une expérience en matière de litiges familiaux internationaux. Très important pour nous, c'est votre inscription sur la liste d'experts près d'une cour d'appel française. Ensuite, la maîtrise, d'une langue étrangère. Alors l'anglais, on va dire, c'est le prérequis, mais si vous maîtrisez, plusieurs langues, c'est également très utile puisque comme vous le savez, il s'agit de litiges familiaux internationaux et si vous disposez d'un certain niveau en langue, dans l'idéal, merci d'en justifier, soit en nous produisant, votre diplôme, soit une certification que vous avez pu obtenir. Ensuite, la plupart des médiateurs familiaux internationaux qui nous écrivent nous envoient, un CV avec également, donc plusieurs, attestations ou certificats de leurs, diverses expériences, en matière de médiation familiale. Donc par exemple, je sais pas moi, un médiateur nous envoie un dossier en nous disant: «Ben, moi j'ai suivi, au Luxembourg une formation, sur la médiation, familiale, luxembourgeoise et internationale de 200 heures, c'est en telle année. Enfin, vous voyez, ce genre de choses qui nous permet vraiment de voir si, voilà, vous avez déjà une certaine expérience et ensuite, bien sûr, tous les documents, nécessaires, donc vos documents d'identité, d'assurance de responsabilité civile et un extrait de casier, récent. Voilà, donc si on passe à la slide numéro 15 qui est ma dernière slide, donc vous avez ici les coordonnées, pour nous contacter, donc médiationfamiliale-internationale.dacs@justice.gouv.fr ainsi, que, le numéro, téléphone de notre standard. Donc si vous nous appelez, eh bien voilà, le greffe, vous orientera vers moi ou vers ma collègue qui s'appelle Lauriane Saos qui ne peut pas être là aujourd'hui. Mais donc au sein du DEDIP, nous sommes 2 magistrates, toutes les 2 anciennes juges aux affaires, familiales, et donc nous sommes les référentes, sur, la médiation familiale internationale au sein du DEDIP. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Donc, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et je vous remercie vraiment beaucoup, monsieur Coquin, pour avoir fait diffuser le PowerPoint parce que moi, ça, c'est pas trop ma. Il va falloir que je me forme sur le partage du PowerPoint quand je fais des visios. Donc, voilà, merci beaucoup. Bah, écoutez, de rien, hein, je dois avouer que j'ai un peu galéré au début parce que il me projetait le plein écran ailleurs que dans le Zoom. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué au début, je vous prie de m'en excuser. On y est arrivé, du coup, je ne l'enlève pas parce que j'ai tellement eu de mal à le mettre que je voulais m'en servir peut-être comme support sur la première question hein, qui a été posée, à laquelle vous avez déjà plus ou moins répondu, c'est-à-dire est-ce que la médiation familiale peut être ordonnée par le juge hein. Donc, on a bien compris qu'il y avait le JAF étranger et il y avait le JAF français. Dans vos deux slides de procédure, effectivement, ça semble être possible, mais peut-être est-ce que vous pouvez reprendre ce point-là, Madame Demange? En Oui, fait, c'est alors, le mot obligatoire, je crois qu'il y a le mot obligatoire, je crois. alors je disais au niveau du JAF, si on prend l'exemple JAF français, comme je vous dis, il y a pas de règles, juridiques de procédure, civile, au niveau international puisque, et donc du coup, ça nous renvoie pour la mise en place de la médiation en France à notre droit national. Et ce que, pose le code, civil et le code de procédure civile, c'est que le juge peut, proposer, une médiation, familiale ou il peut également, l'imposer. Donc c'est pour la raison pour laquelle aussi pour nous il est important, de porter cet élément-là à la connaissance des juges aux affaires familiaux parce qu'on peut se dire que voilà, à partir du moment où un juge est saisi, il a 6 semaines pour rendre sa décision de retour ou de non-retour. C'est extrêmement rapide, mais c'est pas parce que c'est rapide que, ça empêcherait de prévoir une médiation, surtout si dans
certains dossiers, parce que ça peut quand même arriver, les parties, sont encore en contact et peuvent, communiquer. Alors, juste pour compléter cette question, euh, vos deux schémas présentent des interventions systématiques de l'autorité centrale. Là, c'est une question tout à fait personnelle, hein, mais qui rejoint un peu celle, enfin, qui va compléter celle de la personne dans le chat. Est-ce qu'un parent peut directement saisir le JAF étranger ou est-ce qu'un parent étranger peut directement saisir le JAF français? Est-ce qu'ils doivent passer par l'autorité centrale ou pas? Alors la réponse est oui. C'est l'article 29 dans la convention de La Haye de 1980 qui le prévoit. Donc on n'est pas le parent victime n'est pas du tout obligé de passer par le ministère de la justice de son pays. Il peut en effet directement, saisir, le juge aux affaires familiales, du lieu où, le parent ravisseur s'est réfugié pour que, la la procédure de retour en fait, soit enclenchée. Donc il y a pas du tout d'obligation de passer par nous. Après, l'avantage de passer par l'autorité centrale de son pays, c'est que ça facilite quand même, un certain nombre de choses, notamment au niveau de la communication, au niveau, de la circulation des décisions, au niveau, voilà, des réponses aux questions juridiques qui pourraient être apportées, et cetera, et cetera. Mais c'est Et pas puis, du tout une obligation. et puis, si j'ai bien compris, dans l'Union européenne, ça fixe en plus une obligation de délai, qu'il n'y a pas sinon. Alors, c'est vrai que c'est l'avantage d'être dans l'Union et surtout d'avoir ce règlement Bruxelles II ter qui fixe en effet un délai de 6 semaines pour qu'une décision sur le retour soit rendue. Moi, je m'occupe de plusieurs pays, donc je vais vous les citer. Je m'occupe, de l'Autriche, du Burkina Faso, depuis peu du Costa Rica, Luxembourg, je regarde en même temps mon calendrier avec mes pays, Maroc, Pologne, Sénégal et tout ce qu'on appelle les pays hors convention, donc les pays qui ne sont pas partis aux conventions de La Haye, mais qui ont une convention bilatérale avec, la France. Pour vous donner un exemple, au Maroc, c'est rare que j'obtienne des décisions de retour dans un délai de 6 semaines. Même si, la convention de La Haye de 1980, fixe un objectif de célérité, hors Union européenne, c'est quand même, c'est pas forcément, respecté. Donc c'est vrai que le règlement Bruxelles II ter, à ce niveau-là, apporte vraiment, un complément, très utile, pour, ce genre de procédure. Mais en fait, ma question était si le parent saisit directement le juge allemand, pour prendre un exemple donc européen, est-ce que le juge allemand, du fait qu'il soit saisi par un parent français, euh, doit respecter ce délai de 6 semaines ou est-ce que c'est parce que c'est l'autorité centrale qui le saisit qu'il doit respecter le délai de 6 semaines? Alors, le juge allemand, il doit respecter le délai de 6 semaines, parce que c'est le règlement européen qui s'applique. C'est tout. Voilà, ok. Même si c'est un couple, par exemple, je sais pas moi, on va dire que la maman est allemande, mais le papa, il est brésilien. Eh bien, comme, l'enlèvement a eu lieu dans un État membre de l'Union européenne et que c'est le droit européen, qui s'applique, eh bien, le juge allemand, doit rendre sa décision en 6 semaines. D'accord. Écoutez, merci. Je vais peut-être arrêter le diaporama du coup, parce que ces questions-là sur la procédure, je pense qu'on en a fait un petit peu le tour, et ce sera plus agréable que tout le monde se voit. On a quelques questions sur euh, les médiateurs eux-mêmes. Est-ce qu'ils doivent s'inscrire dans une cour d'appel, sur une liste d'experts de cour d'appel, quelle que soit la cour d'appel, ou est-ce qu'il faut que ce soit la cour d'appel spécialisée? Alors là, je vais reprendre parce que c'est vrai que ça peut porter à confusion. Le code de l'organisation judiciaire a, en ce qui concerne uniquement la France, dit qu'en France, les parquets qui ont à connaître de procédures d'enlèvement d'enfants, ce sont uniquement les parquets spécialisés. Donc, il y en a un parcours d'appel. En ce qui concerne l'inscription, des médiateurs sur la liste d'experts, eh bien, c'est, la liste d'experts de leur cour d'appel. Et j'espère que je ne sais pas si ma réponse est claire. L'aspect spécialisé, pardon, ça concerne uniquement le parquet.
C'est Je ça. vous dis, moi, j'étais par exemple juge à Avesnes-sur-Helpe dans le nord de la France pendant 5 ans et demi. Au moment où je suis partie, il y a eu une demande de retour qui est arrivée dans le service des affaires familiales. Bon, bah, on a dit au greffe, on n'est pas compétent parce qu'on n'est pas juridiction spécialisée. Donc, on l'a envoyé tout de suite à Lille. C'est à ce niveau-là que ça se passe, la spécialisation du parquet. C'est pour connaître de la demande de retour, puisque en France, pour certaines procédures de retour, c'est le parquet qui agit comme partie principale pour assigner le parent ravisseur en demande de retour devant le JAF. Mais pour les médiateurs familiaux, l'inscription, ça se fait devant la cour d'appel du ressort dans lequel ils travaillent. Mais il n'y a pas de question de spécialisation de cour d'appel dans ces cas-là. De toute façon, si j'ai bien compris, c'est vous qui éditez cette liste, hein, et ce n'est pas la cour d'appel elle-même. C'est vous, et à partir du moment où vous constatez que le médiateur est inscrit sur une cour d'appel, quelle qu'elle soit, ça remplit ce critère. Oui, oui, c'est exactement ça. OK. Des questions sur les saisines du JAF, est-ce qu'il faut un avocat ou pas? Pas obligatoire, c'est pas obligatoire. D'accord. Une autre question sur euh, euh, le nom de votre collègue qui n'a pas été noté par tout le monde. Alors elle s'appelle Lauriane, donc ça s'écrit Lauriane et son nom de famille c'est Saos, Saos. Mais Merci. si vous voulez nous écrire, vous nous écrivez sur la boîte mail structurelle Médiation familiale internationale et c'est Lauriane et moi qui la gérons ensemble. Donc, merci de passer sur notre mail structurel et on vous répondra rapidement. Une question très précise pour le coup, le juge chargé pour les Philippines. Alors, les Philippines ont signé et ratifié la Convention de La Haye de 1980. Mais vous savez que enfin peut-être le savez-vous, mais quand un pays adhère à une convention, après, il y a toute une procédure diplomatique derrière pour que le pays en question, par exemple la France, accepte cette adhésion. Donc, pour les Philippines, c'est en cours et sachant que, sauf erreur de ma part, au niveau de l'Union européenne maintenant, en ce qui concerne les conventions internationales, que ce soit au niveau de leurs négociations ou l'acceptation d'un pays qui a adhéré, ça n'est plus une compétence personnelle des États membres, mais c'est une compétence de l'Union européenne. Donc, je sais que depuis le 1er septembre 2023, les négociations pour accepter l'adhésion des Philippines à la Convention de La Haye de 1980 sont en cours. Donc, pour l'instant, mais je vous dis ça, il faut que je revérifie. Si si on a un dossier avec les Philippines, pour l'instant, on peut pas accepter, on peut pas appliquer la Convention de La Haye. Mais vraiment, il faut que je revérifie ce point-là. Donc là, la personne peut se mettre en contact avec vous, hein, pour un dossier plus particulier, quoi. Oui. Dernière question sur l'inscription sur les listes. Est-ce que l'assurance responsabilité du médiateur familial, là, je ne sais pas si c'est vous qui allez pouvoir répondre, hein, c'est peut-être plus l'assurance en question, du coup, peut valoir pour exercer en tant que médiateur familial international, hein. En fait, c'est une question de couverture d'assurance, là, hein. A priori, j'aurais envie de dire oui, mais le mieux, c'est peut-être d'interroger l'assurance elle-même, hein. Oui, je pense il vaut mieux interroger l'assureur. Et pendant que vous me parliez, Monsieur Coquin, il y a quelqu'un qui a posé sur le chat la question de où est-ce qu'on peut se procurer cette liste. En fait, cette liste, c'est nous qui l'avons. Donc, parce qu'on l'élabore au fur et à mesure et elle est réactualisée. Et cette liste, on la fournit aux personnes qui souhaitent solliciter un médiateur. Et après, c'est cette personne-là qui contactera un médiateur qui figure sur cette liste. Mais cette liste n'est pas à disposition du grand public. Hein, du coup, j'ai réaffiché là les coordonnées, hein, pour que vous puissiez faire partir les mails.
On est maintenant dans la situation où le médiateur est inscrit, les parents ont saisi le magistrat, il y a une médiation qui est ordonnée. Comment se passe la médiation? Est-ce que c'est bien en visio? Demandez à quelqu'un. Et question très pratique aussi, quel est le coût de la médiation? Est-ce qu'il y a un tarif? Est-ce que c'est les parents, aide juridictionnelle pour celui qui est en France? Voilà. Est-ce que vous avez quelques éléments là très concrets sur ce qui va se passer pour le médiateur, comment va se passer la médiation et comment elle va être financée? Alors, une fois que le parent, alors, on va dire qu'une fois que le médiateur est contacté, c'est lui qui a pleinement la main. Nous, on fait juste, on oriente juste la personne, on dit, voilà, on délivre une information en disant à cette personne, vous savez, vous pouvez avoir recours à un médiateur. Et si vous êtes intéressé, on peut vous communiquer une liste. Libre à vous ensuite de choisir le ou la médiatrice qui vous convient. Donc, le parent peut choisir un médiateur proche de chez lui s'il en trouve un qui correspond sur notre liste. Sur notre liste, on a des médiateurs qui parlent plusieurs langues, français, allemand, anglais, espagnol, etc., arabe, tout ça. Ensuite, toutes les modalités financières sont vues entre les parties et le médiateur. Mais nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est d'avoir un certain nombre de médiateurs qui sont, alors j'espère que je ne me trompe pas dans la terminologie, qui sont un peu conventionnés CAF, puisque ça n'est quand même pas les mêmes tarifs qui sont pratiqués que des médiateurs qui sont 100% libéraux. Au niveau de la médiation familiale, là, je prends des pincettes parce que ça mérite que je le revérifie, mais il ne me semble pas en effet qu'il y a l'aide juridictionnelle, puisque si on est hors cadre judiciaire, il n'y a pas d'aide juridictionnelle qui s'applique. Et même si on est dans un cadre judiciaire, je ne le pense pas non plus, puisque l'aide juridictionnelle s'applique plus à la procédure qu'à la médiation. Donc, c'est la raison pour laquelle il est quand même important que ce soit des médiateurs, entre guillemets, CAF, puisqu'il y a quand même un certain nombre de tarifs réglementés par la CAF. En ce qui concerne ensuite la visio, alors, encore une fois, tout dépend des situations. C'est vrai que nous sommes dans des dossiers transfrontières, donc cela suppose qu'un des parents soit à l'étranger. Et moi, les quelques médiations dont j'ai eu à avoir connaissance, celles-ci s'étaient faites en visio. C'était des fois même des médiations à 4, puisque la mère avait pris un médiateur de son côté, le père avait pris un médiateur de son côté, les médiateurs s'étaient mis en lien pour ensuite convenir en fonction du décalage horaire, le meilleur horaire possible pour tout le monde pour faire cette médiation. Et cette médiation-là, c'était faite en visio. Après, vous avez aussi des dossiers où il y a un parent qui est parti à l'étranger, qui a laissé les enfants à l'étranger, puis qui revient en France. Donc, peut-être aussi que dans ces cas-là, une médiation en présentiel peut être faite. Mais je vous dis, là, c'est vraiment du cas par cas et c'est à discuter avec le médiateur. Je complète peut-être votre intervention sur la médiation, sur l'aide juridictionnelle, puisqu'en fait, si le parent français résidant en France est sur une procédure au JAF, le financement de la médiation par l'aide juridictionnelle, si le parent est éligible, est prévu de manière forfaitaire. C'est 256 € pour un parent, 512 pour les deux, lorsque les deux ont l'aide juridictionnelle. Voilà. Donc, l'aide juridictionnelle prévoit bien le financement de la médiation. Il prévoit un financement des avocats qui accompagnent à la médiation et un financement de la médiation elle-même. Donc, voilà, c'était une précision. On a encore plusieurs questions. Je vais peut-être arrêter le partage de nouveau. Des questions sur le nombre de dossiers, pour que les gens puissent mesurer un petit peu l'activité de DIP. Combien est-ce que de dossiers par an, finalement, combien de fois vous êtes sollicité? Alors, tout d'abord, merci pour vos précisions sur le caractère forfaitaire de la médiation dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
Merci. Alors ensuite, en ce qui concerne nos dossiers, alors il me semble que par an actuellement, je crois qu'on nous sommes à quelque chose comme 224 dossiers, d'enlèvement, d'enfants pour l'année 2023. Ah, quand même, hein. Mmh. C'est quand même assez conséquent. Et combien vous avez de médiateurs à votre disposition aujourd'hui sur la liste? Je crois une douzaine. Donc c'est assez peu, hein, Mmh. finalement, hein. Surtout si on veut des médiateurs proches du lieu d'habitation du parent qui est en France, hein. Parce que en visio, la pratique générale, enfin conseillée en tout cas, est que le parent soit présent sur le même site que le médiateur. Ça faciliterait évidemment les choses. Là, sur notre liste de médiateurs, la plupart des médiateurs sont en région parisienne. On a une médiatrice qui est en Alsace-Lorraine. Là, récemment, j'ai reçu, une demande, d'une médiatrice, qui est sur la cour d'appel de Caen. Voilà un petit peu, ce qu'on a sur notre liste. Ok, donc c'est une invitation à effectivement s'inscrire. Euh, il est demandé si la proposition vers la médiation familiale est notifiée par écrit. Autrement dit, est-ce qu'elle fait l'objet d'une décision? À quel stade? Parce que si c'est par Du parquet exemple, spécialisé, en le l'occurrence. le parquet, c'est pour ça que j'avais mis sur mon PowerPoint, j'avais mis retour volontaire, mais en fait, je voulais mettre médiation familiale, point d'interrogation. En fait, le parquet, il propose pas une médiation. Il propose d'abord, aux parents ravisseurs, s'ils le souhaitent, renvoyer volontairement l'enfant. Donc la première étape, c'est un retour volontaire de l'enfant vers son pays d'origine. Est-ce que vous l'acceptez, oui ou non? Et s'il l'accepte pas à ce moment-là, eh bien, en ce qui concerne en tout cas la procédure en France, il va assigner, le parent ravisseur, devant le juge aux affaires familiales. Donc là, je vais modifier mon petit slide, à côté de parquet spécialisé, voilà, c'est plutôt retour volontaire, que propose le parquet et à défaut, il introduit la procédure de retour devant le juge aux affaires familiales français. Et c'est donc lui qui va pouvoir, effectivement, à ce moment-là, décider de la médiation et le faire par le biais d'une ordonnance, j'imagine. Le parquet? Le JAF français. Mmh, je pense alors, bon, si je me réfère à ma pratique du juge aux affaires familiales, heu, quand j'ordonnais alors soit j'ordonnais une médiation, mais ça faisait partie de ma décision. Si c'était, une médiation que les parties acceptaient, bah, ça faisait également l'objet d'un petit développement dans mon jugement. Mais je n'ai pas le souvenir d'avoir rendu des ordonnances spécifiques, voilà. D'accord. Merci. Il y a eu tout un tas de questions aussi un peu plus précises sur la Réunion, hein, où il y a des situations avec Madagascar et Maurice. Est-ce qu'il y a une liste de médiateurs internationaux? Où puis-je transmettre à ce parent votre mail? Demande Julie Piot, qui peut peut-être vous faire un mail direct euh, pour avoir ces précisions-là, si, à moins que ce soit une réponse rapide. Euh, Combien de médiations sur les 224 dossiers? Alors là, je peux pas vous répondre. On ne tient pas, je crois pas qu'on ait de statistiques spécifiques sur la médiation. Puis après, ce qu'il faut savoir, c'est que soit c'est une médiation que, par exemple, le DEDIP a pu, porter à la connaissance du parent, comme dans l'exemple que je vous donnais. C'est-à-dire que dans mon dossier franco-marocain, je n'ai pas encore saisi l'autorité centrale marocaine, mais au vu de ce que m'a indiqué le parent, victime, heu, le fait qu'il avait toujours des contacts avec son ex-compagne et qu'ils arrivaient toujours à communiquer, je lui dis: «Ben, écoutez,
on va avoir, pourquoi pas une médiation. Donc là, moi, j'attends qu'ils reviennent vers moi avec le résultat de cette médiation. Mais après, je dirais, c'est entre les mains du juge. Donc ensuite, la procédure, elle suit son cours. Mais nous, on, on sera peut-être amené à avoir connaissance de cette médiation. Mais je veux dire, à partir du moment après, c'est entre les mains du juge, ça nous échappe un peu. Et on n'a pas nécessairement, je dirais, à ma connaissance, on n'a pas de statistiques spécifiques sur le nombre de médiations sur les 224 dossiers qui sont actuellement en cours chez nous. J'ai Ouais, je j'ai vois. une question. Oui. Oui, Guilla. bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation limpide. Euh, j- j'ai, j'ai une question parce que vous avez dit que tant qu'ils sont en médiation, ils sont en contact, par exemple, ce monsieur marocain avec la maman, vous attendez avant de communiquer au juge, etc. Ça me fait penser à une situation que nous avons actuellement par rapport à la Grèce. La mère est partie en vacances, elle est restée là-bas et depuis, elle évoque des problèmes de santé, elle ne peut pas prendre l'avion et ça traîne depuis des mois et ils essayent la médiation. Mais est-ce qu'en même temps, ça peut pas être parfois une sorte de stratégie et plus c'est long et plus l'enfant reste dans le pays où il est parti et plus ça limite la possibilité qu'il revienne en France? Donc, vous dites, vous attendez tant que la médiation est en cours, mais vous voyez ce que je veux dire? Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous que dans certains dossiers, la médiation peut être utilisée à des fins dilatoires, en effet, pour voilà, prolonger les procédures ad vitam aeternam. Euh, Après, je pense que le parent timide, il peut vite s'en rendre compte. Là, moi, je vous dis, dans mon dossier marocain, bon, ça date de la semaine dernière, le papa va essayer de proposer à la maman la médiation. Je pense qu'il m'a dit voilà, qu'il veut aller vite, donc il va la presser un peu pour justement avoir une réponse rapidement. Et s'il n'a pas de réponse ou c'est qu'elle lui dit non, moi, dans la foulée, j'envoie son dossier à l'autorité centrale marocaine. Oui, parce que dans cette situation en Grèce, pareil, ça dure depuis 3, 4 mois. Et c'est vrai que, bon, à un moment, ils se rendent compte, ou en tout cas, le parent, euh, au bout de 2, 3 séances, on comprend rapidement que peut-être il y a autre chose. Voilà, c'est ça. Mm. Une dernière question, puis après je redirai 2 mots là sur effectivement la formation FENAMEF. La question, c'est si le pays n'est pas signataire de la Convention de La Haye et que le pays ne répond pas aux sollicitations. En fait, autrement dit, est-ce que d'autorité de contrôle à autorité de contrôle, de ministère à ministère, est-ce qu'il y a forcément un systématisme dans les réponses ou est-ce que des fois, le pays peut protéger son ressortissant et donc faire un peu le sourd? Alors, c'est vrai que la coopération avec les pays hors convention, dont j'ai notamment la charge, elle est extrêmement variable. Si mon homologue ne répond pas, euh, euh, alors il y a plusieurs raisons. Ça n'est pas nécessairement lié au fait qu'ils veulent protéger son ressortissant, ça peut être aussi un manque de moyens. La plupart, il y a un certain nombre de pays hors convention se trouvent en Afrique francophone. Et je sais que pour certains pays, l'autorité centrale va se résumer à un magistrat, un greffier. Et qu'au-delà des dossiers de déplacement illicite, protection des mineurs, ils ont également tout ce qui est les notifications d'actes judiciaires, extrajudiciaires, internationaux, etc. Donc, nous, au DDIP, si on prend toutes les personnes qui travaillent sur les deux pôles, on est 26 personnes. Dans d'autres pays, vous n'avez pas les mêmes moyens. Donc, ça peut être une explication comment dire, à ce silence. Vous avez d'autres pays, ben, malheureusement, je ne peux pas vous dire du tout ce qui se passe parce qu'on a beau essayer de les relancer par mail, par courrier, on n'a jamais de réponse. Donc là, je peux pas vous fournir de réponse. Et quant au fait qu'ils protégeraient leurs ressortissants, peut-être, mais je n'ai pas plus d'éléments à fournir. Oui, c'était peut-être un égarement de ma part, hein, excusez-moi, sur les motifs. Euh, on- Dernière question peut-être là de
Oui, l'UDAF bonjour. 17. Oui, bonjour. Je me posais la question en fait, à partir du moment où les procédures sont longues et que les enfants se sont à nouveau habitués au bout de 2 ans à un nouveau lieu, est-ce qu'ils ne peuvent pas se sentir à nouveau privés de cette habitude là où ils sont et qu'il peut aussi y avoir des risques, enfin, est-ce qu'il y a la possibilité d'audition de mineurs ou est-ce que les enfants ne peuvent pas être sous emprise? Enfin, dans voilà, chassés croisés entre deux lieux, surtout quand les procédures sont longues, n'y a-t-il pas des risques pour les enfants de les démobiliser d'un lieu à un autre, surtout quand c'est long? Et même en médiation, enfin, d'où l'intérêt de la médiation à un moment donné. Alors, je vais reprendre en fait les principes de la Convention de l'AE de 1980 sur les enlèvements illicites. Premier objet, donc c'est prévenir les enlèvements. Deuxième objet, c'est également très important, c'est un objectif de célérité, c'est-à-dire que le temps doit être le plus court possible pour ordonner le retour de l'enfant. Le principe, c'est le retour de l'enfant dans son lieu d'état de la résidence habituelle avant l'enlèvement. Mais il y a des exceptions. Les exceptions, elles sont de deux sortes. Premièrement, donc je vais prendre un exemple. Dans un dossier franco-marocain, le père a vu ses enfants enlevés au Maroc par la maman. Il a essayé pendant plusieurs mois de négocier avec elle. S'est rendu au Maroc pour voir ses enfants qu'il a réussi à voir et il a essayé de la persuader de revenir avec eux. Un délai d'1 an s'est écoulé et quand il me contacte moi, il y a un délai d'1 an, on va dire on est à 14 mois. Donc là, la Convention de l'Haye, elle prévoit une exception au retour, à savoir que si cela fait plus d'1 an que l'enfant, enfin, si la demande de retour a été introduite plus d'1 an après le déplacement illicite, le juge peut soit ordonner le retour de l'enfant, soit il peut décider de ne pas l'ordonner s'il constate que l'enfant s'est intégré dans son état de la résidence habituelle. Vous avez un autre cas, je vais prendre cette fois-ci un pays européen, un déplacement de la France vers la Suède. Maman suédoise qui est repartie en Suède avec les enfants, papa français qui se retrouve délaissé et la résidence habituelle des enfants était en France. Le père nous saisit d'une demande de retour des enfants en Suède, genre 1 mois après l'enlèvement de ses enfants. Donc, le juge suédois qui devra statuer sur la demande de retour a deux possibilités. Soit il ordonne le retour des enfants dans leur état de résidence habituelle, donc en France, soit il fait application d'une des exceptions qui est prévue à l'article 13b de la Convention de l'Haye. C'est par exemple un risque grave au niveau physique et psychologique de renvoyer l'enfant dans son état où il avait sa résidence habituelle avant son déplacement. Ça peut être également un enfant qui est en âge de s'exprimer et qui a clairement dit au juge, ben moi, je veux pas retourner en France auprès de mon papa. Donc, si vous regardez, alors attendez, je prends ma convention sous les yeux. Je vous demande 2 secondes. Alors, les exceptions de l'article 13b. Alors, c'est par exemple la personne qui avait le droit de garde sur l'enfant. Le juge peut décider de ne pas ordonner le retour de l'enfant si la personne ou l'institution qui avait soin de l'enfant n'exerçait pas effectivement son droit de garde. Voilà. Ou si cette personne a consenti postérieurement au déplacement de l'enfant. Donc, par exemple, les enfants sont partis en Suède et après cet enlèvement, le père dit, bon, ben, finalement, j'accepte qu'il reste avec toi en Suède. Ou bien, comme je vous disais, article 13b, un risque grave au niveau danger donc, physique ou psychique pour l'enfant de retourner dans son état de résidence habituelle, ou ça peut être également l'enfant qui exprime son opposition à son retour. Ensuite, pour continuer dans ma réponse suite à vos observations, bien sûr que ce sont des situations extrêmement délicates qui ont un impact sur l'équilibre de l'enfant et que voilà, ça peut être très compliqué. D'où voilà, en ce qui concerne l'Union européenne, ce règlement Bruxelles II terre qui fixe un délai de 6 semaines
pour que la procédure arrive à son terme et qu'une décision de retour ou de non-retour soit rendue. Hein, parce qu'en effet, à partir du moment où un enfant commence à prendre ses habitudes dans un autre pays, eh bien, si on ordonne le retour, autant que ce retour se fasse le plus vite possible pour perturber le moins possible l'enfant. Voilà, j'espère avoir répondu de façon complète à votre question. Dernière question, c'est toujours la dernière, hein, ça fait au moins la 3e ou 4e dernière. Est-ce que la médiation internationale peut concerner d'autres domaines que les situations d'enfants, voire le domaine autre que le domaine de la famille? Oui, alors si vous prenez alors, au niveau du droit français, vous avez ce qu'on appelle les modes alternatifs de règlement des différends, les MARD. Donc, vous pouvez avoir des médiations en matière civile, en matière commerciale. Et sauf erreur de ma part, il y a une réflexion croissante au sein de l'Union européenne pour développer justement cette médiation, mais que celle-ci concerne d'autres domaines que le domaine de la famille. Moi, je sais qu'en tant que JAF, il m'était même arrivé de discuter avec un notaire et de réfléchir à une question de médiation dans un dossier, je crois, de liquidation d'un régime matrimonial, il me semble. De toute façon, dans tous les cas, euh, l'ACF, hein, est l'interlocuteur privilégié pour ces situations internationales. L'autorité centrale française, oui, tout à fait. Ouais. Ce sont les conventions internationales qui nous ont, voilà, qui nous désignent autorité centrale. Il y a juste deux mots donc sur la formation, hein, effectivement, que l'on a évoqué en début de visio. Effectivement, la FENAMEF est en train de travailler à la mise en place d'une formation sur 2 journées, 14 heures de formation, hein, qui reprendra de manière beaucoup plus précise le cadre juridique, hein, des déplacements illicites d'enfants, le cadre procédural d'une procédure de retour, pour que les participants puissent s'approprier les différentes étapes d'un processus de médiation familiale internationale, et puis repérer aussi les points de vigilance des protocoles d'accord, hein, puisque ça peut être aussi un élément sur lequel débouche la médiation, et les enjeux de l'homologation à l'international, dont vous n'avez pas trop parlé, hein, Madame Demange, mais effectivement, l'idée aussi, c'est que derrière, on puisse homologuer, hein, ces protocoles, voilà, tout en s'appuyant sur des mises en situation. Voilà. Donc, a priori, il y a des dates qui sont pressenties vers le 8 et 9 février 2024. Hein, mais moi, je vous invite là, pour le coup, à vous retourner vers le secrétariat du siège de la fédération si vous souhaitez plus de précisions sur cette formation. Alors, si je peux rebondir, c'est vrai que nous, au sein du DEDIP, nous souhaitons vraiment développer la médiation familiale internationale dans les dossiers qui relèvent de notre champ de compétences, donc pour l'essentiel, les déplacements illicites d'enfants. Comme je le disais au début de ma présentation, aussi l'intérêt de ce partenariat avec la FENAMEF, c'est de pouvoir voilà, parler de notre expertise euh, au plus grand nombre de médiateurs familiaux. C'est également favoriser voilà, l'intérêt des médiateurs familiaux pour faire de la médiation familiale et internationale et qu'on puisse vraiment travailler ensemble. Et donc, en effet, avec ma collègue Lauriane South, nous sommes en train de concevoir une formation donc, de 2 jours qui aura lieu les 8 et 9 février sous l'égide donc, de la FENAMEF et du DEDIP pour que voilà, le webinaire d'aujourd'hui, on va dire, c'est une première étape, mais la formation de 2 jours, c'est vraiment rentrer
plus dans la technicité de la procédure des enlèvements internationaux d'enfants, et puis bien également vous faire bénéficier de l'expérience de médiateurs familiaux internationaux qui ont la pratique de cet aspect du droit. Donc, si vous êtes intéressé, enfin, comme m'a dit M. Coquin, la FENAMEF sera en mesure de vous informer, mais en tout cas, voilà, on travaille pour 2024 à une formation de 2 jours pour véritablement former les médiateurs familiaux dans les dossiers d'enlèvement internationaux d'enfants. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a bien mesuré aujourd'hui que on est sur un domaine quand même technique spécifique, hein, avec des textes que vous avez cités, mais on a bien vu sur quelques questions qu'il a fallu effectivement après aller chercher le paragraphe précis qui s'applique au cas concret qui était évoqué. Donc c'est tout ça qui sera réalisé pendant ces 2 jours, hein. C'est une étude de ces textes-là de manière beaucoup plus précise que la simple évocation qui a été faite aujourd'hui d'une manière assez générale. Mais en tout cas, moi, je vous remercie, Madame Demange, parce que c'est la première fois que j'assiste à votre présentation. La fois précédente, ça avait été moins facile, il y avait des problèmes techniques. Et c'est vrai que c'est très clair et ça nous permet quand même déjà de bien avancer sur le sujet. Je regarde s'il n'y a pas eu d'autres... Est-ce que le parent auteur peut se prévaloir de la signature par le parent victime d'une autorisation de sortie du territoire du mineur? C'est sûr. Ouais, là, on rentre dans des situations particulières, quoi, hein, Alors, pour des situations particulières, vous pouvez écrire sur la boîte structurelle des DIP en précisant peut-être entre parenthèses le pays. Comme ça, après, votre demande sera adressée au rédacteur qui se charge du pays en question. Voilà. Je ne sais pas, j'ai répondu à une question sur mon adresse mail, mais je ne sais pas si tout le monde l'a eu. Là, je ne sais pas si finalement ça n'a pas été envoyé qu'à une seule personne. Je ne sais pas. Est-ce que tout le monde a vu? Mon adresse, sinon, c'est président@fenamef.asso.fr. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un voulait mon adresse mail. Sinon, vous passez par le secrétariat de la FENAMEF, il n'y a pas de problème. S'il n'y a plus d'autres questions, on va vraiment vous remercier, Madame Demange, pour cette présentation très claire. Et puis, peut-être inviter chacun à faire la démarche de s'inscrire sur la liste, voire en parler autour de vous, hein, puisqu'on a bien compris qu'il y avait un vrai besoin et que c'est un sujet qui est quand même avec un volume malgré tout assez conséquent, hein, 224, voilà, on est presque à une par an, en tout cas une par jour ouvrable quasiment, hein. Donc, merci à Madame Demange, merci à tous. Bravo. Et puis, à très bientôt pour un autre webinaire. Oui, merci beaucoup. C'était très agréable d'intervenir et j'espère que mon intervention aura suscité des vocations pour rejoindre notre liste de médiateurs familiaux internationaux et pour la formation du mois de février. Et donc, comme je vous disais, n'hésitez pas à nous écrire sur notre boîte structurelle. Avec ma collègue, nous serons à votre disposition. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci. Merci, à bientôt, au revoir.